Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui on se retrouve pour un petit podcast bonus sur un film italien sorti il y a un mois environ et que j'ai pu rattraper, La Grazia, réalisé par Paolo Sorrentino qui il y a à peu près un an nous a proposé son Partenope que j'ai découvert d'ailleurs vierge de toute expérience de son cinéma, donc là c'est le deuxième que je vois de lui et il retrouve au casting dans le rôle principal son acteur fétiche Tony Servillo qui joue le président de la République italienne. Vous savez, hein, là-bas, il n'a pas vraiment énormément de pouvoir, c'est surtout premier ministre. Et justement, là, il arrive sur la fin de son règne, disons-le, et il va se poser des questions. À ses côtés, nous avons Anna Ferzetti qui joue une de ses filles, enfin sa fille, il a un fils aussi. Massimo Venturiello qui interprète le ministre de la Justice, assez ambitieux. Citons aussi la présence de Miriam Marigliano qui joue Coco, qui est une amie du président et qui connaît bien celui-ci depuis pas mal d'années. Un personnage très important sur lequel nous reviendrons notamment dans la zone spoiler. Et il y a le rappeur italien gay qui apparaît dans son propre rôle et c'est très important parce que c'est un film un peu musical aussi d'une certaine manière qui visiblement n'a pas de composition faite spécialement pour le film mais qui reprend pas mal de thèmes dont électro et peut-être aussi évidemment du rap puisqu'à ce rappeur le président en écoute du rap et c'est assez étonnant parce qu'il a quand même on va dire près de 70 ans, enfin il est vraiment sur la fin, non pas que de sa présidence, mais c'est ça qui est passionnant aussi, c'est que justement on joue sur certains codes, et c'est un film qui va jouer sur le passé, le présent et peut-être même l'avenir par la modernité et ce mélange de la mémoire, des souvenirs. Car Mariano De Santis, donc ce président, a plus que quelques semaines donc avant de, non pas démissionner, mais techniquement d'être remplacé, et il fait le bilan quelque part déjà en se souvenant de son épouse décédée il n'y a pas forcément longtemps, ils ont été mariés de longues années ensemble, et là, il ressent le poids vraiment de la solitude, de ce deuil. Et avant donc de partir, et là je parle de sa fonction présidentielle bien sûr, il va être amené peut-être à prendre des décisions, c'est-à-dire gracier potentiellement deux personnes qui ont voilà, commis des meurtres, mais avec des circonstances peut-être qui pourraient justifier une grâce, d'où la grazia, mais la grazia c'est autre chose aussi en rapport peut-être avec cette autre possibilité de marquer l'histoire, voter la loi sur l'euthanasie, que sa propre fille d'ailleurs porte un petit peu, elle, juriste, comme son père qui est un ancien juriste et qui est devenu homme politique. Et donc chercher la grâce autrement, par on va dire la réflexion des choses, et c'est quelqu'un de très croyant, donc l'euthanasie c'est compliqué, et il va même rencontrer le pape à un moment, un pape extraordinaire dans le film, on le voit que le temps d'une scène, et c'est presque dommage, un pape africain, je crois qu'il n'y en a jamais eu dans l'histoire, hein, et qui est sur sa moto, tranquille, là, un peu rasta d'ailleurs, c'est très très amusant ça, et il a l'air comme ça tout sympa et tout débonnaire, mais il est très conservateur, comme beaucoup de papes, et à un moment, bah oui, attention, l'euthanasie, la foi, ça va pas ensemble hein, pour pas mal de gens, et peut-être que ce pape va inviter ce président, cet homme, sur la fin ici, à être touché par une forme de grâce, une grâce qui doit aller au-delà de la passion, cette passion qu'il a perdue avec le poids des années. Il arrive là en mode, voilà, le béton armé, c'est son surnom, un petit peu insensible des choses, mais aussi très triste de ce qu'il a perdu. Et alors, autant Parthénopée, j'avais eu du mal, vraiment, hein, ça a été une porte d'entrée un peu périlleuse peut-être hein, dans son cinéma, alors là, j'ai beaucoup apprécié La Grazia. Et je voulais donc, du coup, ici, réhabiliter mon avis sur Paolo Sorrentino. À l'époque, j'avais dit, bah, ouais, je le trouve un peu trop formaliste, un peu bizarre aussi avec son male gaze. Là, ça n'a rien à voir. Même si les deux films tutoient un peu ce thème de l'existentialisme, si vous voulez, de comment exister au-delà du symbole qu'on peut être, parce que Partenope était relié à la ville de Naples. Alors ici, il n'y a pas de Naples, hein. Ça se passe à Rome, hein, forcément, et le président qui est plus une institution qu'un être humain. Et ici, on se retrouve à réhumaniser, enfin à découvrir l'homme derrière l'homme politique, le président, hein, le chef, si vous voulez, mais pas vraiment le chef. Donc c'est un peu amusant quand on y pense. Enfin, il est l'ultime hein, exécutif, si vous voulez, mais c'est pas vraiment lui qui prend trop les décisions. Eh bien, on voit derrière quelqu'un qui arrive à un point où il doit faire une sorte de, oui, bilan, hein, disais-je plutôt, cette mémoire qu'il a gardée de son épouse qui est plus là, de regarder autour de lui, d'être connecté avec le présent et d'avoir cette visée d'avenir. Qu'est-ce qu'il va laisser comme trace derrière? Bon, gracier des gens, c'est une chose,
Mais la loi sur l'euthanasie, elle va rester. Elle va changer la vie de beaucoup d'Italiens. Et c'est exceptionnel parce que il y a une intimité qui ressort, qui rejaillit de ce film, avec une puissance formelle que j'avais déjà sentie et saluée quand même dans Partenope, parce que même si je questionnais certains choix, il y avait la plastique derrière, on voyait le metteur en scène en action. Là, c'est totalement au diapason et parfaitement, on va dire, mis en exergue par donc ces doutes perpétuels. L'idée du doute d'ailleurs c'est presque un privilège, c'est une force de douter aussi, par la grâce on se permet le doute, et comment on voit quelqu'un qui est dans ses méandres, qui veut voilà, ressentir les choses, c'est ce béton armé qu'il est en tant que surnom, mais aussi il le dit, il ne rêve pas, il n'a jamais rêvé, et il essaye de tutoyer autre chose, de s'élever en fait au-delà de sa fonction, en reprenant sa carapace d'être humain, j'ai envie de dire, et c'est ça qui est passionnant. C'est-à-dire que Sorrentino, il déconstruit ici le politicien ultime, un symbole de puissance, si vous voulez, un peu frustre, voilà, on le voit à la télé, machin, bon, et pour remettre l'homme au centre du débat et voir ainsi comment l'humain peut transcender quelque chose qui est parfois trop voilà, ankylosé par les régimes, les institutions, tout ce que vous voulez. Et c'est passionnant parce qu'il y a aussi ce pape-là qu'on aimerait voir dans un spin-off, limite, qui paraît bizarre parce que lui est totalement décontracté et tout, mais peut-être plus fermé paradoxalement que ce président-là qui va s'ouvrir ou qu'on va avoir ouvert autrement par ce qu'il va apprendre, par ce qu'il va faire, par ce qu'il ne va pas faire. Je reste vague là pour l'instant, mais c'est très intense. Puis il y a des scènes qui suspendent le temps, c'est-à-dire que c'est un film sur le temps, je parlais de cette connexion passé-présent et visée d'avenir, et il y a des moments de ralenti qui pourraient paraître grossiers ou surfaits par moments, mais en fait non. Il y a une scène avec, je crois, le président portugais qui débarque sur le tapis rouge, qui semble encore plus âgé que le président italien, et ainsi il voit donc ce monsieur qui débarque, ce dignitaire étranger, comme l'ombre de ce qu'il n'aimerait pas devenir, parce qu'il a l'air un peu fatigué, le portugais qui débarque, et là, il y a une sorte de coup de vent, de tempête, et il va s'empêtrer dans le tapis rouge au ralenti, mais en fait c'est exceptionnel, parce que justement il y a cette réflexion-là, où le temps se ralentit, et où il y a une réflexion sur le temps qui passe, ou qui ne passe pas, mais qui est passé, en fait. Le temps est passé, on a des personnes âgées qui voilà, vont interagir ici, il y a quelqu'un d'âgé qui voit quelqu'un d'encore plus âgé, ou plus fatigué en tout cas, et il se dit non, moi, ma chute, je la veux pas. Du moins, je veux pas connaître cela dans la fonction que j'occupe. Alors, de toute façon, il va en sortir, mais quoi qu'il arrive, là, ça le fait vaciller, quelque part, mentalement, moralement, c'est lui qui chute dans sa tête pour mieux se relever derrière, et s'élever en tant qu'être humain. Et le film touche ces thématiques-là, en questionnant donc la foi, la famille, le passé, le présent, le futur, oui, ça je l'ai dit, mais surtout le passé connecté au présent, quelque part, et cette idée de doute perpétuel. Voilà, une loi sur l'euthanasie, c'est compliqué, c'est quelque chose, en plus c'est un juriste, il le sait, sa fille aussi, c'est pas pour rien il y a plusieurs pages, des centaines de pages pour arriver au bout, et les moindres mots peuvent avoir leur importance, pour que ce soit bien interprété plus tard, et que on ne fasse pas n'importe quoi. En plus, il y a eu la loi sur la fin de vie là, qui a été débattue ces dernières années. Attention, ce qu'on peut en faire et tout, il peut y avoir des bonnes raisons, comme des mauvaises raisons. Il y a des cas particuliers, il y a des... Voilà, c'est pour faire une généralité, c'est pas possible avec des lois comme ça. Donc c'est une réflexion. Et puis la grâce, essayer de comprendre pourquoi donc ces deux personnes sont à perpétuité. Elles ont tué des gens avec qui elles vivaient. Alors il y a une femme et un homme. Il y en a une, on comprend pourquoi elle a fait ça. D'ailleurs, il y a face à face avec la fille du président qui en dit long. Une sorte de liberté de finalement tuer parfois dans des cas extrêmes. Ça peut être... libérer ou se libérer. Elle, par exemple, elle s'est débarrassée d'un mari violent et donc, circonstance atténuante, elle s'est libérée en le tuant parce qu'elle était maltraitée, tout ça. Et à l'homme qui a visiblement tué quelqu'un parce que Alzheimer, donc lui aurait libéré cette personne parce que de toute façon, elle allait se décomposer, elle vivait plus vraiment. Il y a ce questionnement parfois qui peut advenir. Il y a des parallèles dans le film, c'est très passionnant. C'est que parfois laisser vivre, c'est peut-être pire que mourir ou persister dans la vie, c'est une forme de mort aussi, quelque part. Et il y a ce cheval à un moment qui va s'écrouler là devant le président, et le président refuse d'abattre le cheval, de l'achever, alors que il est assurément en train de crever. Et il y a toute une réflexion là-dessus, c'est très dur, mais c'est très intéressant aussi dans la réflexion des choses, et ça questionne donc sur notre place d'humain, alors la foi ou non,
vous pouvez l'avoir ou pas, mais peut-on ou doit-on se permettre d'ôter la vie, même quand on pense que ça peut être une bonne solution? Et non, voilà. Mais dans des cas extrêmes, avec une certaine volonté, pourquoi pas? Mais c'est compliqué. Donc il y a toute cette idée-là, et ça fait des parallèles dans tous les sens, hein. Cette grâce voilà, personnelle, par la grâce qu'il pourrait offrir, par cette loi d'euthanasie qu'il va signer ou non, et ainsi il va se rappeler de son épouse. Vraiment, il se sent seul sans elle, hein. C'est terrible, hein. Mais à un moment, voilà, il se met du rap dans les oreilles, il va même rapper. Il y a une scène où le président italien rappe, et pourquoi pas. Et j'aime beaucoup ça. Et aussi cette connexion avec un ingénieur dans l'espace, avec une larme en suspens par la gravité. Et oui, là, on suspend la gravité aussi par la grâce. Il y a cette idée-là qui permettra peut-être de toucher du doigt une possibilité de rêve. Je fais une zone spoiler qui paraît presque inutile sur le papier, mais moi j'ai beaucoup aimé une scène aussi où la meilleure amie là, donc du président et de la femme qui est plus là, Coco, avoue à un moment, voilà, il sait, le président, que sa femme l'a trompé. Il y a cette idée d'amant, voilà, c'est un secret et tout. Il est persuadé que c'est une sorte oui, de collègue politique, ministre de la Justice, qui pourrait devenir le futur président, qui aurait été l'amant. Alors non, il veut pas. Ouais, il y a l'ambition, il y a la haine, il y a la jalousie, tout ça. Et en fait, la meilleure amie Coco va débarquer à un moment et dire, bon, tu la veux, la vérité, hein. Oui, parce que cette quête de vérité, finalement, est-ce que la vérité est bonne à entendre? Est-ce que ça vaut le coup finalement, de ôter le doute et d'avoir le réel? Eh bien, Coco va dire que c'était elle, l'amante de son épouse. Et c'est une réaction exceptionnelle. On ne saura jamais si c'est vraiment la vraie vérité, mais quand même, cette idée-là, et derrière, finalement, ça le libère. Voilà, il est libéré indirectement, et la dernière scène du film, littéralement, c'est Coco, donc elle et le président qui ont un repas léger alors qu'il a pris sa retraite, hein. D'ailleurs, il a décidé de démissionner avant d'aller au bout, tout ça pour pas que son petit rival là ait sa voix, enfin, parce qu'il a pu voter pour pas qu'il le soit président peut-être. Bon, évidemment, c'est de la fiction, hein, il n'y a aucun personnage réel ici, inspiré peut-être vaguement de réalité, mais en fait, on les voit, c'est pas surtout le pape, hein, il a jamais été comme ça, hein. Mais c'est intéressant ça. Et évidemment, bon, il va engracier un et pas l'autre, une et pas l'autre, parce que voilà, il a décidé il a compris qu'il y a une sincérité ou pas, et il va signer la loi sur l'euthanasie finalement, quand même. Et malgré tout, malgré sa foi, malgré ce qu'il a pu avoir avec le pape, malgré tout ça, malgré le cheval, finalement, il décide peut-être d'aller au-delà de sa conviction personnelle pour prendre une décision qui le place au-dessus, parce qu'il a touché cette grâce-là. Certes, la passion n'est plus là, mais derrière, la grâce est là. Il y a cette idée de collectivité et de visée d'avenir. Il y a un film qui joue là-dessus aussi. À un moment, on a un robot policier, là, très étrange, un carabiniere, si vous voulez, qui déambule là, juste au moment où il vient de démissionner pour son dernier défilé et tout. On se demande où on est. Je ne sais pas si ça existe en vrai en Italie, peut-être, mais alors, pourquoi pas. Il y a ça, et puis bien, le rap, hein, le dernier geste qu'il va faire, en plus donc de ce qu'il fait là, pour la grâce et la loi de l'euthanasie, c'est offrir une sorte de légion d'honneur italienne, hein, j'imagine, à son rappeur préféré, qui va même faire un petit freestyle de rap, là, après que le président lui ait remis la médaille. Voilà, cette idée de transmission aussi, cette relation qu'il trouve avec sa fille et son fils. En FaceTime, le fils il vit loin, il va lui faire écouter une chanson et il pleure. Il pleure en famille, à distance, mais il pleure. Il y a cette larme-là, il peut enfin rêver, hein, cette larme en suspens qu'on avait vue dans la gravité. Plutôt, il se rêve lévité dans la station spatiale, totalement léger, et voilà, c'est ça. Alors c'est très évident sur l'allégorie et le symbole, mais voilà un homme qui a réussi à atteindre son extase, sa grâce personnelle, et il n'a pas été obligé d'attendre la mort pour ça. On peut le faire encore de notre vivant, c'est peut-être ça aussi le message. Je ferme la zone spoiler. C'est un vrai bon film de 2026, ça, parce que je regrette de ne pas l'avoir vraiment vu très vite pour vraiment le défendre quand il était beaucoup en salle, parce que j'invite les gens à le voir si c'est encore possible là, parce que c'est important. À l'époque, j'avais fait des choix, hein. Je pouvais pas voir tous les films qui sortaient et tout, et j'avais sacrifié la Grazia à cause de Partenope. Bon, très vite, j'ai vu les premiers retours, je me suis dit, j'ai peut-être pas bien fait, mais voilà, je l'ai vu là, et en effet, c'est vraiment très bien. Alors, je suis en train de me poser la question, au final, de ce que je crée comprendre quand même. C'est un film un peu à part, plus intime,
plus dans une forme de maturité, peut-être d'un certain âge aussi, pour Paolo Sorrentino, qui, je sais pas, doit avoir 60, quelque chose comme ça. Je n'ai pas regardé son âge, hein. Lui, l'héritier de Fellini, de ce cinéma italien d'antan, mais avec une modernité, avec quelque chose d'autre, y compris dans la compo musicale, dans certains styles. On voit que c'est quelque chose qui le travaille, ce caractère passéiste clairement de certaines choses, mais avec un décalage plus actuel et des tentatives esthétiques vraiment de son temps. C'est intéressant parce que c'est un film qui résonne avec, on le sent, les obsessions du gars. Et il tente quelque chose qui semble ici, donc de ce que j'ai compris, un peu différent de ce qu'il a fait avant. J'ose imaginer que je verrai un jour un autre de ces films plus anciens, j'espère. Oui, ça pourrait me, disons, motiver à aller plus loin. Mais si celui-ci est très différent et que Partenope était plutôt quelque part, dans la lignée des précédents, je ne sais pas, je ne sais pas. Vous pourrez me le dire en commentaire si vous avez vu plusieurs Sorrentino. Celui-ci est-il vraiment à part? Ou si on peut connecter à d'autres choses? En tout cas, c'est passionnant. Ainsi fait, là, ce film-là, en dit long. C'est vraiment le film de quelqu'un qui fait le bilan aussi, hein, derrière la caméra, à l'écriture, hein, tout ça, à la production aussi, et qui propose quelque chose de vraiment, alors entre élégance et décalage, ce qu'il y a d'humour dans le film aussi, mais tout fait sens dans le film, hein. Beaucoup de plans, beaucoup de scènes, tout fait sens. J'ai pas trouvé quelque chose qui dépassait vraiment, et ça c'est bien. C'est vraiment une belle maîtrise, quoi. Il a été touché peut-être par la grazia. Enfin, la grâce, mais laquelle de grazia? La bonne question, elle est là. En tout cas, moi je lui donne mon pardon, ma grâce, si vous voulez, par rapport au film précédent, que j'avais pas détesté non plus, mais quand même, hein, j'avais été un peu embêté avec celui-ci. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez donc de la grazia ici présente, et donc on en discute ci-dessous. Je vous dis à la prochaine, ciao!